Jobs disait quelque chose qui est très vrai. Ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire. Il embauchait des gens intelligents afin qu'ils lui disent ce qu'il fallait faire. Laurent Jalado est directeur de la CARSAT Bretagne. Vous savez, une des caisses d'assurance retraite en région. Avec lui, 1000 collaborateurs qui gèrent 7 milliards d'euros d'allocations. Alors la CARSAT Bretagne a de bons résultats, c'est vrai, mais elle fonctionne en silo avec une forte culture hiérarchique et juridique. Pour Laurent, il faut faire évoluer le management. Il l'a déjà fait à la CPAM de l'Aude et les résultats sont impressionnants. Oui, mais y a-t-il une unique recette pour transformer une entreprise ? Entre essais, erreurs et ajustements, Laurent Jalado nous partage son parcours et ses convictions. Je suis Grace Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Laurent. Bonjour Grace. Laurent, dans cet épisode, on va parler des relations au travail, de sociocratie et de management par la confiance. Mais avant tout ça, pour commencer, je voulais te poser une question, qui est une question personnelle, mais je pense qu'il peut peut-être expliquer aussi toute la suite de ton parcours. Je voulais savoir si toi, tu as toujours eu le souci de l'autre au travail, ou si c'est quelque chose qui, au final, est arrivé au fil de ta carrière. C'est quelque chose que j'ai appris, je dirais, il y a maintenant une quinzaine d'années, puisque j'avais d'abord et avant tout le souci du résultat. Et puis, lorsque finalement, là où j'étais, on a atteint à peu près tous les résultats qu'on pouvait espérer, je me suis interrogé et j'ai commencé à me soigner et à faire attention aux autres. Et alors, comment on fait ça ? Comment est-ce qu'on... une fois qu'on a réalisé, comment est-ce qu'on met les choses en place pour changer sa manière de faire ? Alors, c'est très juste comme question parce que pour changer sa manière de faire, en fait, il faut d'abord se changer soi-même. Et du coup, il faut avoir la chance de rencontrer des gens qui, en fait, vont mettre en miroir la façon dont vous fonctionnez et vont vous faire sentir finalement tout ce qui ne fonctionne pas dans ce que vous faites, tout ce qui fait aussi des dégâts par rapport aux autres et toute l'importance finalement de travailler en intelligence avec les autres. Donc c'est des rencontres qui m'ont permis, je dirais, de prendre conscience que on pouvait obtenir les mêmes résultats, sinon de meilleurs résultats, mais avec des équipes épanouies. D'accord. Et alors toi, tu développes donc une autre manière de faire finalement à Carcassonne en 2015. À ce moment-là, tu es directeur de la CPAM de l'Aude. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu mets en place ? Alors la CPAM de l'Aude, c'est 300 personnes à peu près sur l'ensemble du département. Et ce qu'on met en place à l'aide d'un prestataire, c'est finalement que l'on va permettre d'abord aux managers de prendre une série de décisions à la place de la direction. Et ça commence par quelque chose qui est extrêmement simple. On avait régulièrement des séminaires d'une journée, on préparait, il y avait un ordre du jour, etc. Et ce jour-là, quand on se voit, toujours dans un lieu inspirant, une ancienne corderie royale, je me rappelle, et on leur dit, mais voilà, vous avez vu, il n'y a pas d'ordre du jour. Alors, les gens étaient très étonnés parce que j'étais quand même très carré, etc. Ils se disaient, bon, il n'y a pas d'ordre du jour, qu'est-ce qui se passe ? Et on leur dit, voilà, on a 10 minutes pour faire l'ordre du jour, mais c'est vous qui allez faire l'ordre du jour, et on fait ça très simplement avec des jeux de post-it. En 10 minutes, on a effectivement un ordre du jour, qui vont dérouler toute la journée, et à la fin de la journée, je leur dis, est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait un bon séminaire ? Et ils me disent, c'est le meilleur séminaire qu'on ait jamais fait. On a vraiment traité les questions qu'on voulait traiter, et on se les a traitées efficacement en une journée. Et du coup, je leur dis, écoutez, ça serait bien qu'on fonctionne maintenant comme ça va être long, parce que moi, il faut que je me soigne, et les soins vont être intensifs et pas faciles, mais vous allez m'y aider. Et je leur ai dit, ils étaient tous assis, je leur ai dit, si vous voulez vraiment qu'on y aille, vous vous levez et vous faites un grand oui. Si j'ai pas un grand oui, on n'y va pas, quoi. Et ils se sont tous levés avec un énorme oui, et la machine était lancée, c'était le 8 octobre 2015. Un mois après, je rencontrais les élus syndicaux pour leur dire, voilà, on a envie de basculer, de faire une nouvelle approche. Les élus m'ont dit, écoutez, en gros, pourquoi pas, du moment que vous écoutez les gens, on sera vigilant, mais pourquoi pas. Et puis ensuite, j'ai rencontré quand même la direction nationale pour leur expliquer que j'allais tenter quelque chose.
J'ai rencontré quelqu'un qui était très fort techniquement, mais qui n'avait pas forcément la lecture politique, et je l'ai fait exprès, parce que du coup, la personne m'a dit c'est super intéressant, etc. Mais c'est pas poser de questions politiques qui auraient pu bloquer. Et c'était vraiment ce que je voulais. Donc j'ai eu mon ticket d'entrée. Quand vous êtes dans un réseau, il faut votre ticket d'entrée national. Et puis ensuite, en décembre 2015, donc ça a été très vite, en fait, on lançait vraiment la démarche au niveau de l'ensemble de l'organisme parce que on réunissait l'ensemble des salariés, les 300 salariés, pour un séminaire d'une journée qui avait été préparé par une équipe de volontaires, une quinzaine de volontaires, managers et non-managers. Donc en un temps record, quand même, en un temps record. Et lors de cette journée, pendant une journée, en fait, ils vont identifier 8 thèmes de travail. Et je vais m'engager à travailler sur ces 8 thèmes avec eux pendant les mois qui viennent. Et là, la machine était lancée. Ouais, à ce moment-là, c'est vraiment remettre le management participatif au cœur du fonctionnement de la caisse primaire, c'est ça? Oui, c'est ça, puisque on avait eu 2 belles démonstrations, le séminaire des managers, puis après cette équipe qui s'était lancée. Et moi, quand je suis arrivé le matin, je savais une seule chose, que je prenais la parole au départ pour expliquer. Et après, je ne savais pas du tout comment se déroulait ce séminaire de journée. C'est une confiance totale, qui commençait d'ailleurs par des témoignages extérieurs, de gens qui avaient vécu ça dans notre entreprise. Et à la fin de la journée, on avait nos 8 thèmes de travail. Donc et les gens étaient vraiment surpris, mais enthousiastes. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça renverse complètement les rôles. C'est qu'on n'est plus du tout dans une relation top-down, mais au final, on co-construit. Oui. Après, je me dis que du coup, pour ceux qui ont l'habitude, typiquement le codir, les managers qui ont l'habitude d'avoir une sorte d'ascendant au final, ça redéfinit complètement leur rôle. Ça redéfinit effectivement complètement leur rôle. C'est pour ça que le premier travail qu'on avait réalisé, c'était quand même d'en discuter abondamment au niveau de l'équipe de direction. Et on avait rencontré quelqu'un d'extérieur qui nous avait dit, qui était spécialiste un peu de ça, et qui avait passé une journée avec nous et qui nous avait interviewé sur ce qu'on avait fait depuis pas mal d'années, la façon dont on fonctionnait, nos personnalités. Et à la fin de la journée, il nous avait dit, vous pouvez y aller, la boîte est vraiment prête à basculer, vous êtes assez bien en cohésion, il n'y aura pas de dissension quand ça va, parce qu'il y a des moments qui sont un peu plus compliqués. Il n'y a pas de clivage au sein de vous, de personnalités qui l'emportent sur d'autres. Donc, vous pouvez y aller. Et effectivement, ça s'est plutôt bien passé. Alors, ça veut dire que vous basculez d'un rôle où vous allez donner des rôles, vous allez organiser, vous allez décider, vous allez contrôler, à un rôle où vous allez en fait créer les conditions de la réussite. Et d'abord, travailler énormément sur la confiance, ce qui veut dire 4 choses. La confiance de chacun en soi, la confiance entre les membres de l'équipe, la confiance des membres de l'équipe envers vous et vous envers les membres de l'équipe. Et ça, c'est quelque chose de complètement nouveau à l'époque, puisque on est habitué à donner des ordres et donc les gens à recevoir les ordres. Donc ça veut dire aussi qu'il y a un travail à faire par rapport à ceux qui reçoivent d'habitude les ordres, c'est-à-dire qu'ils se disent finalement, je peux prendre des initiatives, mais si je prends des initiatives et que je me trompe, quelle est la responsabilité qui est engagée? Qu'est-ce que je risque derrière? Le manager, au final, devient plus un accompagnateur, un libérateur, pour les amener justement à prendre en confiance, quoi. Oui, et c'est très bien que vous évoquiez ce terme-là, puisque dans les mois qui ont suivi, l'ensemble des managers de la caisse primaire ont travaillé avec des non-managers sur la redéfinition de leur rôle et de leur nom. Et ils se sont baptisés accompagnateurs et non plus managers. D'accord. Et alors ça, comment c'est passé pour les managers? Ils l'ont tous, ça s'est bien passé pour tout le monde? En fait, ou il y a eu des petits couacs? Il y avait un groupe de volontaires qui comprenait des managers et des non-managers. Ils ont travaillé sur tout ça. Et puis, une matinée, on s'est tous réunis, c'est la direction, ensemble des managers et le groupe qui avait travaillé. Et on était quand même pas mal, on était une quarantaine. Et on a fait une décision par consentement à 40, ce qui est quand même pas mince. Et donc, il y a eu toute une phase d'abord de la clarification, de compréhension, de petits amendements, puis ensuite une phase de vote, en fait, est-ce qu'il y avait des objections? Et je me souviens qu'une de nos collègues, Caroline, elle objectait, et puis on a vidé une à une ces objections, et elle a fini par dire « Ok, j'ai compris, j'y vais moi aussi », et là, tout le monde a basculé. On y va. Ah, c'est top, d'accord. Et justement, en termes de terminologie, quand on a préparé ce podcast, tu me disais que le CODIR lui-même a changé de nom et qu'il est devenu ce qu'on appelle une assemblée libératrice. Oui, alors aujourd'hui, j'en souris un peu parce que avec ce nom, je pense que tout le monde va se dire oh là, ça allait vraiment loin et c'était vraiment l'enthousiasme des nouveaux convertis.
Cette assemblée libératrice, c'est quoi? C'est que le CODIR, où il y avait 4 personnes, en fait, c'est ouvert à tous ceux qui souhaitaient y participer dans la limite de 10 personnes. Et donc, on avait des managers ou des non-managers qui pouvaient s'inscrire au CODIR et qui pouvaient mettre à l'ordre du jour du CODIR ce qu'ils voulaient, puisqu'il y avait un fichier Excel qui était réservé à ça. Et donc, du coup, on a commencé à faire ça. Et au début, on a eu beaucoup de monde. Et ensuite, ça s'est un peu raréfié. Ce qui est important, c'est aussi que on avait les CODIR le vendredi matin. Et dès le mardi matin, le compte-rendu du CODIR était en ligne sur l'intranet et tout le monde pouvait y accéder. D'accord. Donc, la CPAM de l'Aude, pour résumer, vous étiez donc 300 collaborateurs. Oui. En termes de prestations, ça représentait combien? Ça représentait à peu près 950 millions d'euros par an. Et puis, alors on avait fait aussi deux autres choses qui étaient pas mal. On avait fait le recrutement avec les pairs, ce qui aujourd'hui est assez banal, mais à l'époque c'était vraiment très nouveau. Et on avait confié la gestion du budget, qui devait faire quand même entre 12 et 14 millions d'euros, à un groupe de managers et non-managers volontaires, qui étaient désormais conseillés par la cellule budgétaire, mais c'était plus la cellule budgétaire qui prenait les décisions ou qui faisait les études, c'était eux. Et ça a donné des résultats vraiment intéressants. C'est-à-dire que les gens qui devaient, par exemple, qui voulaient un investissement autre, ou un coût d'achat qui était assez élevé, venaient défendre finalement devant le groupe pourquoi ils le voulaient, pourquoi c'était important. Et nous, on avait juste la cellule budgétaire qui disait non, ça c'est pas possible ou autre, mais qui n'intervenait plus. Alors je sais pas si ça fonctionne encore maintenant, mais c'était vraiment, il s'était appelé cache-cache d'ailleurs, mais CASH. C'est pas mal. Oui, parce que ça s'accompagne d'une vraie créativité. Hein. Les gens, dès lors que vous leur faites confiance, qu'ils sentent que ça marche, c'est assez étonnant. C'est extraordinaire. Justement, j'allais te demander, on reste encore un petit peu sur la CPAM de l'Aude et puis après on va passer sur CARSAT Bretagne, dont tu es le directeur aujourd'hui. Mais si tu as un bilan de cette première expérience à la CPAM de l'Aude, lequel serait-il ? Je crois qu'il faut, le bilan, c'est qu'il faut bien juger de la maturité quand même de l'entreprise ou de l'organisme. Or, nous, on avait une forte maturité parce que ça faisait 10 ans qu'on est dans un management très participatif. Et à ce moment-là, je dirais qu'une fois que l'équipe de direction est fortement en cohésion là-dessus et qu'elle est reconnue, on peut vraiment basculer assez vite sur un management très différent, ce qui n'est pas forcément le cas dans un organisme dont l'histoire est différente ou qui va être plus important. D'accord. Et comme je le disais, maintenant tu es directeur de CARSAT Bretagne. La CPAM de l'Aude fonctionne encore sous ce modèle de management participatif ou pas ? Alors Antoine, qui a pris ma succession, avait pour mandat effectivement, et c'était aussi son souhait, de poursuivre l'aventure. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que lui, il a une histoire différente, une personnalité différente. Il n'était pas dans le lancement, mais dans la consolidation. Donc, je pense qu'il fonctionne toujours selon ce modèle-là, mais vraisemblablement maintenant avec un degré de maturité qui est différent. En fait, ce qu'on voit beaucoup dans les épisodes de culture d'entreprise, dans nos échanges multiples et variés, c'est que la culture d'entreprise, c'est une vision qui doit être partagée, c'est une manière de diriger, une manière de manager, qui ne s'invente pas. En fait, ça ne peut pas être juste de la théorie. Pour que ça puisse être mis en pratique, il faut vraiment y croire. Et ce que je trouve intéressant avec ton profil, Laurent, c'est que toi, tu y crois tellement que quand tu es parti de l'Aude pour rejoindre CARSAT Bretagne, tu l'as emmené avec toi. Sauf qu'en fait, c'est pas tout à fait le même type d'organisation. On le disait, l'Aude, c'est à peu près 300 collaborateurs. CARSAT Bretagne, c'est plus du triple. Et puis, en termes d'allocation, c'est pratiquement 7 milliards d'euros. Donc forcément, CARSAT Bretagne, ce n'est pas la CPAM. C'est un peu plus à l'ancienne, quoi. Alors, c'est pas spécialement plus vieux, mais puisque tout ça, c'est écrit avec la création de la sécurité sociale. Non, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, on a un organisme qui est non plus sur un département, mais sur une région, la Bretagne, et qui a 3 métiers différents, alors que la caisse primaire, elle a grosso modo, elle a plein de métiers différents, mais c'est rembourser et puis faire que les dépenses de santé soient les plus efficaces possibles. Alors que là, on a 3 métiers, préparer et payer la retraite, on a accompagné les publics fragiles et on a diminué les risques professionnels au sein des entreprises. C'est-à-dire 3 univers qui ont très peu de liens entre eux,
3 cultures extrêmement différentes, d'une culture très administrative à une culture sociale, en passant par une culture un peu plus d'ingénierie et de contrôleurs de santé au travail. Et puis, comme chez les 3 mousquetaires, il y a un 4e intervenant qui sont les services support. Donc on a un organisme qui est assez vaste sur une région entière qui est silotée déjà par ses métiers naturels et en plus qui par son histoire est très 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 hiérarchisée avec une notion qui est vraiment celle de il faut que ça soit écrit pour que ça soit appliqué. Si c'est pas écrit, c'est pas appliqué. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement lourd en fonctionnement. Ça permet aussi ça a une explication, ça me permet de sécuriser parce que 6,7 milliards, c'est pas rien. Et donc, il faut sécuriser tout ça. Et le choix qui a été fait pendant des années, et qu'on peut comprendre, parce que je pense qu'à l'époque, c'était le bon choix, c'était de sécuriser le maximum, donc de formaliser tout, de tout hiérarchiser. Le seul problème, c'est quand vous arrivez dans un monde qui bouge énormément, qui est très instable, eh bien, cette forme très statique, très rigide, eh bien, elle a beaucoup, beaucoup de difficultés à s'adapter à ce monde qui est en mouvement. Et donc toi, au moment où tu arrives, avec ton background, disons, t'es un peu un ovni, comment ça se passe ? Comment est-ce que tu leur montres qu'on peut faire autre chose ? Comment est-ce que tu les mets en confiance ? Alors effectivement, il faut les mettre en confiance parce que moi j'arrive avec une réputation en fait, parce que les gens ils se renseignent, ils disent ah oui d'accord. Donc au sein du CODIR, on me l'a dit d'ailleurs après, certains se sont dit oh là là, il y a le clown qui arrive, ça va être la catastrophe, on a fait du boulot, il va tout détruire. Donc il y a certaines personnes qui sont intéressées, beaucoup qui sont dans l'expectative, et il y a déjà des personnes qui sont contre en me disant ça va être n'importe quoi. Et donc ce que je vais faire, c'est d'abord travailler avec l'équipe de direction. Et avec cette équipe, finalement, je vais leur dire, on va pas avoir de bonnes relations parce que ça m'intéresse pas. On va avoir de vraies relations. Et pour avoir de vraies relations, il faut qu'on les construise. Il faut qu'on se découvre. Et donc, on va commencer par un séminaire de 3 jours, des journées séparées, où on va travailler à se découvrir professionnellement et personnellement, de façon à ce qu'on comprenne chacun comment on fonctionne. Est-ce que des irritants potentiels, par exemple, en se disant, ouais, bah oui, il ou elle fonctionne comme ça, qu'est-ce que c'est énervant. En fait, non. Ah, il ou elle fonctionne comme ça, c'est un truc que je sais pas faire. Donc, il vaut mieux qu'on soit tous les deux pour faire quelque chose parce que elle ou il a vraiment quelque chose de complémentaire en moi. Et puis, la 3e journée, on l'a fait à ce que j'appelle moi de la plomberie, c'est-à-dire regarder comment va marcher le CODIR. On a imaginé un CODIR de cogitation 1 fois par mois, des choses comme ça. Et puis, ce qu'ils attendaient, eux, le directeur. Et puis, évidemment, dans la foulée, moi, je vais rencontrer toutes les équipes et je vais leur expliquer 2 choses, qui je suis, ce que j'ai appris dans la vie, avec une petite diapo qui est pleine de photos, où vous avez une équipe de rugby, vous avez des photos de Collioure pour illustrer d'où je viens, voilà, vous avez un jardinier pour leur dire, moi, ce que je vous propose, c'est de jardiner vos compétences, les faire prospérer, les développer. Vous avez Pierre Rabhi, par exemple, en disant, voilà, moi, j'ai beaucoup appris via les colibris et compagnie. Donc, il découvre, en fait, non pas un directeur, mais un homme, en fait, un personnage. Et ensuite, je leur dis, ben voilà, ma philosophie de management. Et là, je leur montre essentiellement des photos de rugby parce que c'est ma culture. Et je leur explique en quoi, pour moi, le rugby, c'est d'abord un sport de solidarité. Et c'est un sport où on fait confiance parce que le porteur de ballon, quand il est devant, quand il s'engage, donc dès qu'il va être plaqué, il sait qu'il a un camarade qui est juste derrière lui et qui va pouvoir lui donner la balle. Il n'y a même pas besoin de le regarder. L'autre est là et il va continuer l'action. Donc, c'est pour leur montrer, finalement, que on va travailler en leur faisant vraiment confiance. C'est marrant, toutes ces images que tu donnes, le jardinier et aussi le joueur de rugby, c'est des images qui sont très différentes et en même temps, c'est quoi leur point commun finalement ? C'est l'écoute, c'est faire grandir aussi une équipe. Alors déjà, le premier point commun, c'est que ce sont des références qui sont extra-professionnelles. Ce qui veut dire que je ne fais pas tant appel à leur culture technique, parce que ça, je sais qu'ils sont bons, que faire appel à leur humanité, en fait, à ce qu'ils peuvent vivre en dehors du travail. Et c'est vrai que souvent, je leur ai dit, quand on arrive en France à son travail, on dépose souvent son intelligence, ses compétences, voire même son amour-propre au bureau, avant de rentrer dans le bureau. Et là, on va accepter des choses qui sont inacceptables dans le monde privé. Donc, c'est aussi pour faire ce lien-là.
Évidemment, le jardinier, c'est parce qu'on comprend que, voilà, pour développer une équipe, des compétences, il faut être attentif, il faut nourrir, il faut savoir lui parler, et être patient, parce que être jardinier, c'est aussi être patient. Et puis le rugby, alors, je sais que là, quand je leur demandais qui connaît un peu le rugby, j'avais très très peu de doigts qui se levaient, mais bon, ils me disaient grosso modo, on voit de quoi ça parle. Et en fait, comme j'adore ce sport, j'en parle assez vite et de façon enflammée. Les gens me disaient oui, on a compris, c'est vraiment un beau sport. et certains ont commencé à regarder d'ailleurs. Je leur recommandais de évidemment regarder le tournoi des 6 nations. Et certains ont commencé à regarder. Et maintenant, on discute un peu rugby aussi. Puis c'est sympa parce qu'en fait, ça crée justement ces liens-là. Oui. On apprend à se connaître non pas seulement par le travail qu'on fait, mais par ce qu'on est. Oui, voilà, c'est ça. Donc ça doit être intéressant. Et j'ai découvert que, alors du coup, les gens me parlaient aussi du sport qu'ils pratiquaient, etc. Voilà, ça permet effectivement de passer par un autre canal que celui strictement professionnel. Tu parlais de Pierre Rabhi, et si je ne me trompe pas, c'est notamment Pierre Rabhi qui a mis en avant la sociocratie, c'est ça ? Via l'association Les Colibris, et c'est là que d'ailleurs que j'ai découvert la sociocratie, qui est inventée dans les années 70 en Hollande par un industriel hollandais, et qui est donc sur des méthodes qui permettent de développer l'intelligence collective, comme par exemple l'élection sans candidat. Donc l'élection sans candidat, c'est qu'on a besoin de quelqu'un pour faire un travail, et au lieu de dire au chef ou de voter pour quelqu'un en disant voilà, c'est toi qui vas faire, on se dit de quelles compétences on a besoin. Et une fois qu'on a identifié les compétences dont on avait besoin, chacun va dire finalement dans le groupe quelle est la personne qui a les compétences pour ça, quoi. Et du coup, ça permet à des gens qui ne veulent pas se mettre en avant, qui n'osent pas se mettre en avant, d'assumer des responsabilités qu'ils n'auraient jamais prises autrement. Et puis on a par exemple aussi la décision par consentement. Donc la décision par consentement, c'est en fait personne ne va dire non, alors que d'habitude on recherche toujours le consensus. Là, on va travailler sur une proposition, et puis s'il y a des objections raisonnables, c'est-à-dire des objections fortes parce que ça met en danger la sécurité juridique, financière ou autre de l'organisme ou de l'entreprise, s'il n'y a pas de ce type d'objection, alors on ne peut pas s'opposer, et donc la décision est prise. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, CARSAT Bretagne est une sociocratie ? Est-ce que ça marche super bien ? Non, on en est loin encore. On a beaucoup travaillé, mais on en est encore très très loin. C'est un organisme qui est au milieu du gué, qui est peut-être même dans la première partie du gué, c'est-à-dire que on a adopté un certain nombre de choses. Il y a un groupe qui a travaillé par exemple sur les valeurs de la CARSAT. Il y a un autre groupe de volontaires qui a supprimé les entretiens annuels d'évaluation et qui les a remplacés par ce qu'ils appellent des CAP Échange Plus, c'est-à-dire 2 à 3 entretiens par an. Ce ne sont plus des entretiens ciblés sur les compétences, mais des entretiens qui vont porter sur le ressenti de la personne à son travail, ce qu'elle ressent aussi comme charge mentale, ce dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs, les engagements qu'elle prend. Et on accompagne ça aussi d'une série de feedbacks. On demande au manager d'avoir des feedbacks réguliers, de ne pas attendre ces moments-là pour dire ce qui va bien, puis ce qui doit être amélioré. On a aussi évidemment le recrutement avec les pairs, ça me paraît intéressant. Donc on a adopté une série de positions qui sont intéressantes. Et en ce moment, on est en train d'expérimenter, il y a 11 services qui expérimentent ce qu'on appelle des équipes autonomes. C'est-à-dire que ce sont 11 services qui sont volontaires, qui représentent quand même 120 personnes, et qui ont chacun un parrain ou une marraine qui les aide à progresser dans l'autonomie, c'est-à-dire devenir une équipe qui peut atteindre ses objectifs, prendre des initiatives, innover, avec le manager qui intervient, mais essentiellement en régulation et très peu en décision. D'accord. Et alors ça, c'est mis en place auprès des 980 alors ça, cette collaborateurs. Dernière partie, il y a 11 équipes parmi les 53 de la CARSAT, qui représentent à peu près 120 personnes, qui ont commencé en mars 2023 et qui fonctionnent comme ça jusqu'en mars 2024. Et donc, ils travaillent sur 2 choses. Ils travaillent sur une série d'actions qui se sont définies eux-mêmes et qui veulent réaliser sans la hiérarchie. Et puis, ils travaillent sur ce qu'on appelle une colonne vertébrale de bonnes pratiques, qui vont être la pratique de la communication non violente, des choses aussi basiques que le management visuel, etc. Il y a 6, 7, 8 bonnes pratiques, et ils ont 1 an pour adopter ces bonnes pratiques. Alors évidemment, il y a un programme de formation, il y a un parrain ou une marraine pour les suivre, et au bout d'1 an, on verra un petit peu quels sont les enseignements à tirer de ces pratiques en réel sur 11 services.
Donc c'est super intéressant tout ce que tu as, tout ce que tu mets au quotidien en place. Bon, c'est vrai qu'on le sent que ça reste un défi. De toute façon, la confiance, ça ne se gagne jamais totalement, quoi. Ça reste un travail du quotidien. Est-ce que pendant ce parcours chez CARSAT Bretagne, tu as fait des erreurs, ou il y a eu des erreurs qui ont à un moment peut-être remis en question le système que tu essayais de modifier, de mettre en place, ou peut-être juste des erreurs qui ont redirigé un petit peu, qui t'ont fait toi évoluer? Ah, je pense qu'il faudrait plusieurs émissions sur toutes les erreurs que j'ai pu faire. Toutes ne sont pas trop graves et puis je pense que mes collègues m'ont rattrapé. Dans les principales erreurs, une erreur par exemple que j'ai faite assez vite, c'est de ne pas insister auprès notamment des organisations syndicales sur le sens. Je leur ai dit, mais en croyant que, puisqu'on l'a dit une fois, ça passe. Non. C'est vraiment des choses qu'il faut répéter en se disant que la communication, c'est pas ce que l'on dit, c'est ce que la personne en face de soi est en mesure de comprendre. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite, que je continue à faire d'ailleurs. Il faut que je sois plus attentif. J'ai fait d'autres erreurs, comme par exemple, c'est un dossier assez technique, mais les préventeurs et les ingénieurs ont des voitures de service, enfin, n'avait pas de voiture de service, il y avait des indemnités kilométriques qui coûtaient cher, donc on leur a dit on préférait passer sur les voitures de service. On a mal négocié ça et ça pourrit l'ambiance pendant au moins 1 an. Donc vous voyez, tu vois, c'est des sujets qui sont annexes, mais qui vont faire ça. On a aussi j'ai commis l'erreur, parce que c'est d'abord moi, de travailler beaucoup avec les managers et pas assez avec les équipes. Et au bout d'un moment, on s'est rendu compte que finalement, les équipes, elles voyaient qu'il y avait des choses, elles sentaient qu'il y avait des choses, mais ça fait du mal à se concrétiser. J'ai fait l'erreur aussi de ne pas aller assez vite. Je n'ai été qu'à partir de septembre 2021 rencontrer les équipes régulièrement. Aujourd'hui, la rencontre de chaque équipe, ça prend 20% de mon temps. Et c'est sans doute une des meilleures décisions que j'ai prises parce que ça me permet de me rendre compte concrètement ce que les gens vivent, ce qu'ils disent à la fois dans leur réussite, mais aussi en tous leurs irritants. Ça me permet de remonter très vite et de faire des choses intéressantes. Heureusement, il n'y a pas que des erreurs quand même. Non, mais c'est bien, c'est vrai que les erreurs sont essentielles, quoi. Ouais. Si tout se passait super bien, on se dirait, il y a un moment où ça va finir par... Ouais, c'est pas possible. Et alors justement, quels sont les défis à venir ? Alors, les défis à venir, le premier défi, c'est ces 11 équipes là, qui sont en train de travailler, qu'on puisse les accompagner dans de bonnes conditions. On a déjà des premiers retours qui sont plutôt favorables, voire très encourageants, donc ça c'est bien. Et le principal défi à venir, c'est finalement d'enraciner cette nouvelle culture. Et du coup, ça passe par une réorganisation qu'on a faite de manière collaborative. Je crois que les gens doivent me prendre pour un dingue. En fait, pour redessiner l'organigramme, on a demandé à chaque direction de coopter des collègues. Et on a fait un groupe de travail, donc ils étaient 11 ou 12 avec l'équipe de direction. Et là, on a travaillé sur qu'est-ce qu'il faut changer pour mieux fonctionner ensemble et pour rendre un meilleur service à l'assuré. Et donc, on a élaboré 3 scénarios d'organigramme avec des changements majeurs. Et ces scénarios ont été soumis au vote en fait des managers. Donc, il y a à peu près 80 managers à la CARSAT pendant une journée. Et au bout de la journée, il y a eu un vote. Et il y a un des scénarios qui l'a emporté de 2 voix d'ailleurs. Et du coup, c'est ça qu'on va mettre en place. Et notamment dans ce qu'on va mettre en place, c'est un service dont une des contributions, ça va être d'accompagner au long cours les équipes dans leur transformation. Et là, je pense que c'est la clé de la réussite. Et je suis sûr que on va démarrer ça vraiment en janvier prochain. À mon avis, 2 ans plus tard, on aura vraiment... Là, pour le coup, on aura presque traversé. Ah oui, d'accord. Donc, on se rappelle dans 2 ans, quoi. Ça serait super. Non, mais c'est vrai que pour toi, ça doit être un sacré défi parce que être à l'écoute et être à l'écoute de la créativité des collaborateurs qui, évidemment, souhaitent aussi le meilleur pour l'entreprise, mais toi, ça te met pas forcément dans une situation toujours très confortable. Si, c'est très confortable parce qu'en fait, en réalité, il n'y a plus besoin de tout vérifier, de tout faire, de tout savoir. Moi, combien de fois je dis, ça, je ne sais pas. Je pense même que vous savez mieux que moi sur ce point-là. Non, ce qui est peut-être le plus dur, c'est en fait les a priori et les accusations. Oui, pareil. Tu vois, par exemple, je disais qu'on a remodelé l'organigramme de façon collaborative.
Il y a des gens qui ont été me dire ça, vous êtes un sacré manipulateur. Et là, tu te dis, mais comment j'ai pu manipuler tout ça? C'est pas possible, quoi. On a fait ça à 80, enfin, il y a un groupe de travail qui a planché avant. C'est ça qui est le plus dur, en fait, de voir que la confiance que tu mets dans les gens, a priori, que tu construis avec les autres, eh bien, certains te la nient et disent, non, tout ça, ça marchera jamais, c'est fictif, tu manipules les gens. Donc ça, c'est ce qui est le plus compliqué, en fait. Ah ouais. Je comprends. Et comment on fait, du coup, à ce moment-là, pour les rassurer et puis les mettre dans le projet aussi, quoi? Alors là, il y a vraiment un truc que j'ai appris il y a longtemps et qui marche. Il y a à peu près 10% des gens qui ne voudront jamais dans n'importe quel. Ça, il faut pas insister, en fait, auprès de ces gens-là. Ce qu'il faut, c'est par contre repérer ceux qui sont prêts à y aller, à prendre des risques, les encourager, les mettre en confiance. Et je dirais que dès lors que tu as à peu près 20-25% des équipes qui sont motrices, c'est gagné parce que en fait tout ce qui est après, tous les gens qui hésitent, qui est ce que Victor Hugo appelait dans 93 le marais, tout ce marais-là, en fait ce marais il va progressivement basculer. Suivre, ouais. Il faut vraiment consacrer ton énergie à encourager, à célébrer les petites victoires, à les valoriser, plutôt que de s'occuper de ceux qui sont contre et qui de toute façon seront toujours contre. Donc ne perds pas ton temps avec cela. D'accord, c'est très intéressant. Laurent, ces dernières années ont été bousculées, on le sait tous, par la crise sanitaire, le Covid. Et cette crise-là a bousculé aussi nos organisations, notamment le développement du travail hybride et du télétravail. Comment ça se passe chez CARSAT Bretagne ? Eh bien, c'était une bonne opportunité de prouver qu'on faisait confiance aux gens, puisqu'on est passé de 20% de télétravailleurs avant le Covid à 86% aujourd'hui. Wow. Et surtout, l'accord de télétravail, c'est le deuxième, là, qui vient d'être d'ailleurs validé. Il est extrêmement simple. Il dit juste que ça doit permettre d'atteindre les objectifs et de cultiver la cohésion de chaque équipe. Et il renvoie à des accords collectifs, c'est-à-dire que chaque équipe se fixe un cadre, définit un cadre de confiance. Et à l'intérieur de ce cadre de confiance, les accords sur le télétravail vont se prendre collectivement. Ce n'est pas une demande d'un salarié vers son manager, mais d'un salarié envers son équipe. Et le manager intervient comme un régulateur, finalement, de l'échange qu'il va avoir et va s'assurer que, finalement, tout le monde a bien donné son avis et que l'accord est un accord qui n'a pas d'objection et qui va permettre d'atteindre les objectifs qui sont recherchés. Ça me fait penser à une dernière question. On parle beaucoup des managers depuis le début comme du coup des accompagnateurs et puis comme un rôle essentiel dans la cohésion de l'équipe. J'imagine que la majorité des managers aujourd'hui n'ont pas forcément cette vision-là du métier. Est-ce qu'ils sont formés quand ils arrivent au sein de CARSAT Bretagne ? Comment ça se passe ? Alors on est en train effectivement de travailler sur un cursus managérial qui permet à la fois de faire un autodiagnostic grâce à 2 outils de la personne, comment elle gère, quelle est sa personnalité, etc., pour savoir sur quoi il faut qu'elle travaille. Et puis ensuite, on lit à la fois des formations, comme la formation à la communication non violente ou à la sociocratie, avec aussi des suivis par ce qu'on appelle des facilitateurs. Et puis ce qu'on va tenter pour la première fois à l'automne, ce sont des immersions. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'arriver, on vient de recruter le dernier manager qui vient d'être recruté, il va être mis en immersion chez un autre pendant 2 semaines. Il va prendre les commandes pendant 2 semaines chez un autre pour découvrir comment ça se passe. Et puis derrière, il aura un petit rapport d'étonnement par rapport au service qu'il a découvert. Et le rapport d'étonnement sera réciproque, c'est-à-dire que la personne qui l'a vu fonctionner lui dira ce qu'il a ressenti, et lui il dira ce qu'il a ressenti aussi. Alors c'est vrai que j'en profite pour dire que la pratique des rapports d'étonnement, c'est quelque chose qui est courant. Tous les cadres, les managers qui sont nommés au bout de 3 mois, quand ils arrivent, comme d'ailleurs toute nouvelle recrue, reçoit un journal de bord qui lui permet semaine après semaine, en fait, d'évaluer son bien-être, sa confiance en soi, ce qui l'étonne, ce qu'il trouve de génial et ce qu'il trouve de pas terrible. Et il vient témoigner devant l'ensemble des managers, finalement, de son rapport d'étonnement. Et souvent, ce sont vraiment des sources très importantes de gains pour nous en termes d'organisation. Ah oui, complètement. Puis ça fait remonter justement du terrain, la réalité du terrain. C'est intéressant. Alors il y a une dernière chose quand même que je voudrais citer parce que c'est une spécificité de la CARSAT Bretagne. Aujourd'hui, pratiquement toutes les directions y sont. Une dernière va basculer en 2024. C'est qu'on a supprimé des lignes hiérarchiques.
Ah bon? Et oui. Et donc, en fait, aujourd'hui, un agent de direction, un membre du comité de direction, il a tous les cadres en direct avec lui, ce qui peut aller jusqu'à une douzaine de managers, c'est-à-dire des managers opérationnels, dirigeants à service, et ce qu'on appelait auparavant, qui s'appelle toujours des managers stratégiques, c'est des managers qui étaient entre la direction et les managers opérationnels. Tout ce monde-là est rattaché directement à l'agent de direction, qui permet à l'agent de direction d'avoir une très grande réactivité, une très grande compréhension de ce qui se passe sur le terrain, et aussi de cultiver l'autonomie collective de ces managers qui vont traiter beaucoup plus de problèmes qu'ils en traitaient avant par eux-mêmes, au lieu de les faire remonter. Et ils vont aussi acquérir progressivement une vision qui est une vision plus stratégique. Donc ce mélange-là, c'est vraiment intéressant. Et du coup, on a quasiment toutes les directions. On n'a plus qu'une direction, la plus importante d'ailleurs, qui représente 500 personnes, qui va basculer à partir de janvier 2024 sur cette nouvelle organisation. D'accord. Et alors ça, quels sont les retours terrain justement de cette nouvelle organisation ? Les retours terrain qu'on a, on vient encore d'en avoir un, sont extrêmement positifs. C'est-à-dire que les gens ne voudraient pas revenir en arrière. C'est compliqué au départ pour la personne qui était entre la direction et les managers opérationnels, parce qu'elle a le sentiment en fait, de perdre en statut. Mais en réalité, elle gagne, elle a moins de charge mentale et elle fait des choses qui se concrétisent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on passe d'un statut, je dirais entre guillemets, de rentier, c'est combien j'ai de services, combien de personnes, etc., à un statut de faire. Qu'est-ce que j'ai fait cette année avec les équipes que j'ai accompagnées? On n'est plus au-dessus, on est à côté. Et franchement, les gens sont très positifs sur cette organisation-là. Oui, et dans les faits, concrètement, pour une organisation qui est avec une grosse inertie, ça doit complètement changer la donne. Ça change complètement la donne. On a eu encore un exemple il y a 2 semaines, un problème, il a été détecté en 48 heures. Je pense que dans une organisation classique, plusieurs mois auraient été nécessaires et ça aurait fait beaucoup de dégâts. Laurent, justement, tu parles des organisations classiques, ça nous fait prendre un tout petit peu plus de hauteur encore. On parlait de la CPAM qui était très politique, CARSAT Bretagne, j'imagine que ça l'est aussi. Est-ce que ce que tu amènes dans ces organisations-là, ça fait des petits? Est-ce que le colibri va faire son travail chez les voisins ou pas? Alors, c'est vrai qu'il y a la caisse primaire de l'eau, donc on sacrait régulièrement une journée où les équipes, en fait, recevaient d'autres équipes d'entreprises, du conseil régionaux, de caisses primaires, etc. Nous, on commence à recevoir des gens où je suis contacté par des collègues directeurs pour témoigner un petit peu de ce qu'on fait. Après, je dirais ce qui est vraiment important, c'est vraiment d'être convaincu, mais avec la patience, avec la sérénité, parce que parfois la conviction, comme je l'ai pu le faire au départ, s'accompagne d'une certaine impatience, alors qu'il faut savoir prendre le temps, mais si on n'a pas la conviction, c'est très compliqué d'engager ça, parce que c'est quand même des moments parfois difficiles. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé, ta vision des relations au travail, donc pas seulement des bonnes relations, mais surtout des relations vraies. C'est très intéressant, l'image du manager comme un jardinier des compétences, et puis aussi le parallèle que tu fais avec le rugby. Enfin, c'est vrai qu'on a parlé de plein de choses. À la fin de chaque podcast, je demande à mon invité de me donner une citation. Oui. Est-ce que toi, tu as une petite citation à nous partager? Oui, c'est une citation, alors c'est paradoxal parce que c'est une citation de Steve Jobs qui était un visionnaire et qui était quand même un très piètre manager, très clairement. Mais Jobs disait quelque chose qui est très vrai, il disait que ça n'a pas de sens d'embaucher des gens intelligents pour leur dire quoi faire, qu'il embauchait des gens intelligents afin qu'ils lui disent ce qu'il fallait faire. Et ça, je trouve ça vraiment très bien. C'est Alexis Delem pour le premier épisode de ce podcast qui dirige une entreprise qui s'appelle Avril Cosmétiques, oui, je vois. Qui est une entreprise libérée, voilà, et qui nous a partagé c'est exactement la même citation, mais qui est très vraie et qui marche très bien, enfin, et qui va nécessiter, si on l'applique en tout cas, de changer en effet notre rapport au travail. Oui. Quoi. Ça, c'est sûr. Bon, eh bien, merci beaucoup, Laurent. Merci, Grâce. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif ? Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr.